Thieu de mon frère a piraté ma banque pendant ma mission. En rentrant, j'ai tout coupé sans un mot. L'odeur âcre du kérosène et la chaleur vacillante qui irradie de la carlingue métallique de l'Airbus A400 sont ceux qui m'accueillent au pays. Je desserre la sangle de mon sac de paquetage sur mon épaule, prévoyant de prendre une grande inspiration de l'air familier et ferreux de la banlieue du Grand Est après 9 mois de déploiement. Soudain, le téléphone dans la poche de poitrine de mon treillis vibre violemment. Pas un, mais 17 appels manqués, tous de mon père. Juste après, 2 messages secs clignotent sur l'écran, carte refusée. Rappel, immédiatement. Et le suivant, qu'as-tu fait avec notre argent? Ma poitrine se glace. La main qui serrait la sangle du sac devient lâche. Mes yeux se fixent sur ces 2 mots, notre argent. Dans l'armée, cela signifie que nous vivons ou mourons ensemble. À la maison, c'est un vol flagrant. Je suis le capitaine Aliénor Bardot. 15 ans de service m'ont appris à repérer un système de défense qui s'effondre. Avant que je ne vous dise comment j'ai fait tomber ce système de sangsue, dites-moi, avez-vous déjà été traité comme un distributeur automatique par votre propre famille? Si vous avez goûté à cette amertume, laissez un commentaire et abonnez-vous pour marcher à mes côtés. La vérité à venir est bien plus cruelle. Maintenant, retour sur le tarmac. Je n'appuie pas sur le bouton d'appel. 17. Appel manqué ne signale pas l'inquiétude d'un père pour sa fille revenant d'une zone de combat. Il signale la rage frénétique d'un homme dont la poule, aux œufs d'or, vient d'arrêter de pondre. Je glisse le téléphone dans ma poche de cuisse. La vibration s'arrête, mais le bourdonnement fantôme demeure contre mes côtes. Je hisse le sac de 30 kg plus haut, la sangle s'enfonçant dans le muscle, cicatrisé de mon épaule. Je marche. Mes rangers frappent l'asphalte avec un bruit sourd et rythmé qui résonne contre les hangars en tôle ondulée. C'est l'aéroport de Paris-Vatry, gris, industriel et fatigué. Le vent s'engouffre dans les clôtures grillagées, sifflant contre les barbelés rouillés qui délimitent le périmètre. C'est un son solitaire. C'est le son d'un retour vers le néant. L'air sent le béton mouillé et les vieux échappements. Je passe la dernière porte de sécurité, ignorant les civils qui serrent leur famille dans leurs bras. Il n'y a personne ici pour moi, pas même un fantôme. Je trouve ma vieille Peugeot Landtrek sur le parking longue durée, couverte d'une épaisse couche de poussière de Lorraine. Je déverrouille la porte. Les charnières gémissent, un cri de métal sec qui me crispe les dents. Je grimpe sur le siège conducteur et m'enferme loin du monde. L'intérieur sent le café froid, le vieux plastique et l'odeur persistante de tabac bon marché. J'enfonce la clé dans le contact. Je ne tourne pas. Je reste assise là, les mains agrippées au volant jusqu'à ce que mes articulations deviennent blanches comme l'ivoire. Mon esprit dérive 9 mois en arrière, une cuisine différente, mais le même sentiment de pourriture imminente. L'air dans la maison de mon père était épais, de fumée de cigarettes et de l'odeur lourde et humide du pot-au-feu. Je me tenais près de la table en formica, encore en treillis, prête à partir vers la base. Pour mon vol. J'avais poussé la carte bancaire supplémentaire sur le bord de la table. Barthélemy Bardot était assis là, son ventre dépassant de sa ceinture, regardant ce morceau de plastique comme une relique sacrée. Seulement pour les urgences, papa, avais-je dit. Ma voix était basse, disciplinée. Si une canalisation pète, si Brenda a besoin d'un médecin, seulement là. Il ne m'avait pas regardé dans les yeux. Il avait juste hoché la tête, ses doigts épais et calleux s'emparant de la carte. Puis il s'était levé et m'avait donné une lourde tape dans le dos. Ne t'inquiète pas pour nous, Aliénor, avait-il dit, un faux sourire plaqué sur le visage. On est une famille. On prend soin des nôtres. Cela ressemblait à une promesse alors. Maintenant, assise dans le silence froid de mon 4x4, cette tape ressemble à un coup de poing dans les tripes. C'était un pacte de sang conclu dans une cuisine, qui sentait le mensonge. Le téléphone vibre à nouveau dans ma poche. Appel 18. Mon père est persistant. Quand son confort est menacé. Je sors l'appareil. L'écran brille de son nom, Barthélemy. Sur le terrain, quand vous êtes sous le feu, vous ne restez pas au milieu d'une clairière pour discuter avec un tireur d'élite. Vous cherchez un abri. Vous vous taisez. Vous rassemblez des renseignements. Vous découvrez exactement combien de munitions il reste à l'ennemi. Je retourne le téléphone, face contre terre sur le siège passager. La vibration cliquette contre le cuir, craquelé, un son frénétique et agaçant que je choisis d'ignorer. Laissez-le transpirer. Laissez-le se demander pourquoi le distributeur s'est enfin éteint. Je fouille dans mon sac et sors un deuxième téléphone. Mon appareil personnel. Crypté. Celui-ci est pour la banque. Celui-ci est pour la vérité. Mes doigts tapent un rythme lent et régulier sur le volant. Une habitude nerveuse que je n'ai pas pu perdre depuis ma première mission. J'ouvre l'application bancaire. Mon pouce survole l'écran. Le petit cercle de chargement bleu commence à tourner, en rond. On dirait un compte à rebours.
Ce bloc de glace dans ma poitrine devient plus froid à chaque rotation. Ma respiration se bloque dans ma gorge. Je suis une officière de logistique. Je traite des chiffres. Je traite des faits. Je sais lire une ligne de ravitaillement. Et en ce moment, la mienne semble avoir été sabotée de l'intérieur. Le cercle s'arrête. L'écran s'actualise. Je fixe les chiffres. Mes yeux tracent les virgules, les décimales, cherchant une erreur, une faute de la banque, un bug du système. Mais l'application ne ment pas. Le solde est presque à zéro. 9 mois de solde de combat, 9 mois de prime de zone de guerre, 9 mois à vivre dans la poussière pour que ma famille puisse avoir un toit sur la tête. Tout a disparu. Tout. Je descends vers les transactions récentes. L'écran scintille, révélant une traînée de sang et d'avidité qui mène droit à ma porte d'entrée. Ma poignée sur le téléphone se resserre jusqu'à ce que le verre gémisse. Je ne pleure pas. Les capitaines ne pleurent pas en service. Je sens juste la glace dans ma poitrine voler en 1000 éclats de verre. Le cercle de chargement n'était que le début. Le véritable désastre clignote devant moi en noir et blanc, et il porte un nom que je ne connais que trop bien. La lueur blanche de mon écran me brûle les yeux. C'est la seule lumière dans cette cabine sombre et exiguë, se reflétant sur la crasse du tableau de bord de ma Peugeot. Dehors, le vent de la Marne déchire toujours les grillages. Mais à l'intérieur, l'air est stagnant, sentant le plastique froid et les restes amers d'un café fini il y a des semaines. Ma respiration sort par saccades courtes, frappant le volant dans de petits nuages de buée. Mes dents sont si serrées que ma mâchoire me fait mal. Je fixe l'écran. Je ne cligne pas des yeux. Les chiffres sont là. Froid, dur, définitif. Ma solde du ministère des Armées tombe sur ce compte toutes les 2 semaines comme une horloge. C'est censé être le socle de mon avenir. Ce sont 15 ans de sable, de sueur et le silence assourdissant d'une zone de combat traduit en monnaie numérique. Mais le solde, qui me regarde est dérisoire. C'est une blague. C'est une insulte. Je remonte l'historique. Mon pouce bouge avec la précision mécanique d'un soldat, débloquant une arme. Je cherche la fuite. Je cherche le moment où le système de défense s'est effondré. Cela ne s'est pas produit d'un coup. Ce n'était pas un seul retrait massif. C'était une tempête. Une frénésie de cupidité de 72 heures, qui a déchiré ma vie pendant que je passais encore la douane. La première entrée me frappe comme un coup de poing au plexus solaire. 186 €. Un restaurant gastronomique. C'était vendredi soir dernier. Mon esprit repart un mois en arrière. J'étais accroupi dans un bunker de béton dans un désert qui sentait les ordures brûlées et la poudre. Les sirènes hurlaient, un cri aigu signalant un tir entrant. Je mâchais un morceau de bœuf sous vide tiède provenant d'une ration de combat. Celle qui a le goût de carton mouillé et de sel. Je me souviens avoir pensé à mon père. Je l'imaginais dans cette cuisine exiguë et pleine de courants d'air en Lorraine, mangeant une soupe pour économiser parce que le chauffe-eau était en panne. Je me sentais coupable. Je pensais que je devrais en faire plus pour lui. Mais pendant que j'avalais du sable et que je priais pour que le toit tienne, ils étaient assis sous des lustres de cristal. Ils coupaient des entrecôtes, maturaient et commandaient du cognac haut de gamme à mes frais. 186 €. C'est plus d'une semaine de prime de risque. Ce sont 3 jours de ma vie troqués contre un dîner qu'ils n'ont pas gagné. Je continue de défiler, ma mâchoire se crispant, jusqu'à ce qu'un muscle de mon cou commence à palpiter. 342 € dans un magasin d'articles de sport. Puis une série de frais pour l'essence, des hôtels, Total Energy, Avia, tout situé le long de l'autoroute A31. Ils n'étaient pas à la maison. Ils n'étaient pas en train de réparer la fuite du toit ou de payer la taxe foncière. Ils ont fait un voyage. Ils ont pris mon argent, chargé la vieille berline de mon père, et sont partis en paix, de vacances. Et puis vient le coup de grâce. 1128 €. Chez Darty. La voix de mon père résonne dans ma tête lors d'un appel d'il y a 3 mois. Aliénor, la maison tombe en ruine, ma chérie. Le chauffe-eau est foutu. On prend des douches froides. J'hésite à demander, mais je ne l'avais même pas laissé finir. Je lui avais dit d'utiliser la carte. Je lui avais dit que son confort était ma priorité. Je suis resté assise dans le noir pendant 1 heure après cet appel, fière de pouvoir subvenir à leurs besoins. Je me sentais comme une fille aimante. Je me sentais comme une héroïne. Mais un chauffe-eau ne coûte pas 1128 € chez Darty. C'est le prix d'un téléviseur écran plat de 75 pouces avec une barre de son premium. C'est le prix d'un luxe que je ne me suis jamais accordé. Ils ont acheté un système de home cinéma pendant que je dormais sur un lit de camp avec un fusil pour oreiller. Le dégoût part de mon ventre et monte comme de la bile. Ce n'est pas seulement l'argent. C'est le calcul. C'est la façon dont ils ont attendu que je sois injoignable,
au plus profond d'un déploiement, pour commencer la récolte. Ils m'ont traité comme une culture. Ils ont attendu la saison et m'ont dépouillé. Cela vous fait-il bouillir le sang autant que moi? Avez-vous déjà été celui qui fait des heures supplémentaires, sacrifiant son sommeil et sa santé mentale, pour découvrir que les gens que vous aimez traitaient votre compte bancaire comme un gain au loto? Si vous avez déjà été saigné à blanc par un membre de la famille qui prétendait juste avoir des difficultés, tapez vérité dans les commentaires dès maintenant. J'ai besoin de savoir que je ne suis pas la seule à avoir ressenti cette piqûre. Cliquez sur le bouton j'aime si vous pensez qu'il est temps que l'enfant gâté arrête de vivre de ma sueur. Mon pouce bouge vers le bas de l'écran. Quelque chose ne va pas. L'ampleur de ce vol est trop grande pour un simple coup de carte. Ils n'ont pas juste utilisé le plastique. Ils sont allés plus loin. J'appuie sur l'onglet sécurité. Mon cœur est un poids de plomb dans ma poitrine. Je clique sur le profil du compte. Là, dans la section pour l'adresse email de récupération, se trouve un nom que je n'ai pas mis là. Ce n'est pas mon mail militaire. Ce n'est pas mon Gmail privé. C'est corentin.bardot@outlook.fr. Corentin, mon petit frère, l'enfant chéri, celui qui était trop sensible pour l'armée, celui qui était trop créatif pour un boulot de 8 à 17, celui qui a passé 32 ans à échouer dans tout ce qu'il entreprenait pendant que mon père l'encourageait. Il n'a pas seulement dépensé l'argent, il a piraté le système. Il m'a bloqué de mes propres notifications pour que je ne voie pas les alertes. Il a rampé dans le câblage numérique de ma vie et a détourné le flux. Ce bloc de glace dans ma poitrine éclate en 1000 morceaux. Ce n'est pas un accident. Ce n'est pas un malentendu. C'est un assaut coordonné par les personnes qui étaient censées être ma base arrière. Je fixe le nom de Corentin jusqu'à ce qu'il devienne flou. Le téléphone vibre à nouveau. Appel 19. Barthélemy. L'ennemi n'est pas seulement aux portes. Il est assis dans mon salon en train de regarder un film sur une télévision que j'ai payée de mon sang. Je ne repose pas le téléphone. Je serre le volant de ma main libre, sentant le revêtement craquer sous la pression. Le temps de l'observation est fini. Je cherche dans mes contacts. Je n'appelle pas mon père. Je n'appelle pas Corentin. Je cherche le numéro de mon officier de la justice militaire, le juriste qui m'a aidé à organiser mes affaires avant mon départ. S'ils veulent jouer avec la vie d'un soldat, ils vont découvrir exactement ce qui se passe quand ce soldat décide de contre-attaquer. Un clic, la ligne commence à sonner. Ce n'est plus un conflit familial. C'est un conseil de guerre. Je fixe le nom sur l'écran, corentin.bardot@outlook.fr. C'est écrit dans une police sans empattement propre qui semble trop professionnelle pour un homme qui n'a pas tenu un emploi depuis 3 ans. Mon frère, le gamin qui pleurait quand il avait un 12 au collège. L'homme qui se cache maintenant dans le sous-sol de mon père, se nourrissant de mes fiches de paie comme une tique sur un chien errant. Le silence dans le 4x4 est lourd. Dehors, le ciel de l'Est est d'un violet meurtri, le genre de couleur qui promet une pluie froide et misérable. J'attrape le levier de vitesse de la Peugeot. Je passe en mode stationnement. Le métal claque. Un son solide et lourd qui vibre dans mon bras. J'ai besoin que ce soit officiel. Je dois être immobile quand je commence l'incendie. Je fais glisser mon pouce sur l'écran. Je n'hésite pas. Dans l'armée, l'hésitation est la façon dont on se fait tuer. J'appuie sur son contact. La tonalité est une impulsion froide et rythmique à mon oreille. Une sonnerie. La ligne s'ouvre. Immédiatement, le son d'une explosion numérique éclate à l'autre bout. Des tirs rapides, le cri aigu d'un moteur de course et une basse lourde. Et Frangine, t'es déjà rentré à la base? La voix de Corentin est fluide. Trop fluide. C'est la voix d'un homme qui a passé sa vie à s'entraîner à paraître innocent alors que ses poches sont pleines de biens volés. Il a l'air détendu. Il a l'air d'un homme qui ne s'inquiète pas de la survie de sa sœur, mais plutôt du prochain niveau de son jeu vidéo. Je suis rentré, dis-je. Ma voix est une ligne plate. Je ne laisse pas s'échapper une seule goutte de colère. La colère est une arme que l'on réserve pour l'impact. C'est super, Aliénor. Vraiment. Papa disait qu'on devrait faire un grand dîner. Peut être des steaks, tu sais, pour fêter le fait que tu ne te sois pas fait sauter. Il ricane. C'est un son humide et creux. Je l'entends bouger sur son siège. Probablement le fauteuil de gamer coûteux que j'avais vu dans sa liste d'envie Amazon il y a des mois. La musique en arrière-plan gonfle. Je regarde le compte, Corentin, dis-je, je garde les yeux fixés sur le capot rouillé de la voiture. Une seule goutte d'huile perle sur le bloc, moteur, sombre et épaisse. Les tirs de son côté s'interrompent une seconde, puis reprennent. Ah ouais, tout a l'air bon? Enfin, moi je touche pas à ça. C'est papa qui gère les factures de la maison. Tu sais ce que c'est. Les prix sont fous en ce moment. L'inflation, c'est une plaie, non? Il est bon. Il attendait cet appel. Il a
Son script prêt, ses répliques mémorisées. Il veut que je pense qu'il n'est que le messager, le spectateur. Il veut que je pense que le système a échoué tout seul. La banque a signalé des prélèvements suspects, dis-je, lançant l'appât. Je rends ma voix légèrement confuse, légèrement fatiguée. Électronique, article de sport, une série de stations-service sur l'A31. Je leur ai dit que c'était probablement juste une erreur de leur part. Un bug. Ouais, carrément, dit Corentin, sautant sur le mensonge comme un animal. Affamé. Je peux presque entendre son soulagement. Sûrement un bug. Ou alors, papa, il a acheté des trucs pour la maison pour essayer de réparer cette fuite. Au sous-sol. Il a dit qu'il devait prendre des outils et du matos. Tu connais. Papa, il s'est sûrement trompé de magasin ou un truc du genre. Je lui en parlerai. On va régler ça. Le détournement de réalité est sans effort. Il me dit que je n'ai pas vu ce que j'ai vu. Il me dit que mon père, un homme qui sait à peine utiliser un micro-ondes, a réussi à naviguer sur une autoroute pour acheter de l'électronique de luxe. Il pense que je suis la même Aliénor qu'il y a 9 mois. L'Aliénor qui voulait tellement croire que sa famille l'aimait, qu'elle accepterait n'importe quel mensonge. Je laisse le silence s'étirer. 1 seconde, 2 secondes, 3. Dans l'armée, 3 secondes de silence sont une éternité. C'est l'espace où l'ennemi commence à se demander s'il a été repéré. C'est là qu'il commence à transpirer. Là, en musique de son côté s'arrête brusquement. Les tirs numériques cessent. La seule chose qui reste est le son faible et saccadé de sa respiration. Corentin, dis-je, ma voix a baissé d'1 octave. C'est la voix que j'utilise quand je donne un ordre qui ne peut être contesté. Pourquoi l'adresse mail de récupération de mon compte bancaire est-elle ton adresse Outlook personnelle? Le silence à l'autre bout n'est pas seulement calme. Il est mort. C'est le bruit d'un homme qui réalise qu'il est au milieu d'un champ de mine et qu'il vient d'entendre le clic. Je ne sais rien de tout ça, bégaye-t-il. Sa fluidité a disparu. Sa voix est aiguë, instable, comme un enfant pris la main dans le sac. Peut être que quand j'ai des papas à installer la nouvelle télé, le système a demandé un mail. J'ai dû taper le mien pour qu'il ne soit pas perdu. Tu sais comment il est avec la technologie, Aliénor. J'essayais juste d'aider. Je faisais juste mon rôle de fils. Tu as piraté ma sécurité, Corentin, dis-je. Je ne pose pas de questions. Tu as bloqué mes notifications. Tu as détourné les alertes pour que je ne vois pas les retraits. Aliénor, tu surréagis. Tu es toujours aussi intense. C'est ton cerveau de l'armée, mec. Tu penses que tout le monde est un insurgé. Je suis ton frère. On est une famille. Pourquoi je ferais ça? Sa respiration s'accélère. Des inspirations courtes et superficielles. Il cherche une sortie. Il cherche un moyen de rejeter la faute sur moi. Il veut me traiter de folle. On est une famille, dis-je, et le mot a un goût de cendre. Et tu es un parasite. Je n'attends pas sa réponse. Je ne veux pas entendre ses excuses ou ses gémissements ou ses faux regrets. J'appuie sur le bouton de fin d'appel. L'écran devient noir. Je reste assise dans la cabine sombre un moment, mon cœur battant contre mes côtes comme un oiseau piégé. Ma main tremble un peu, pas de peur, mais sous l'effet de la chaleur pure de mon propre mépris. Je sors de la poche de ma veste tactique mon carnet de terrain vert. Il est usé, les bords effilochés par 9 mois dans une poche de treillis. J'ouvre une page vierge. Je sors un stylo à billes noires. J'appuie la pointe du stylo contre le papier. J'appuie si fort que la pointe métallique manque de déchirer la fibre. J'écris une ligne en lettres capitales, c'est honnête, pas une malentendue. C'est une guerre. Je referme brusquement le carnet. Je tourne la clé. Le moteur de la Peugeot vrombit. Un grognement sourd et prédateur qui secoue tout le châssis. Le temps de la discussion est révolu. Mes lignes de ravitaillement ont été coupées. Ma base a été compromise. Dans l'armée, quand on trouve une infection dans les rangs, on ne négocie pas avec. On l'extirpe. Je passe la première. Je ne regarde pas vers le terminal. Je ne regarde pas le ciel. Je regarde juste la route. Devant moi, un long ruban gris d'asphalte qui mène droit à la porte de mon père. Ils pensent me connaître. Ils pensent que je suis la banque. Ils vont découvrir que je suis la tempête. Je cherche sur le siège arrière, mes doigts effleurant le nylon tactique froid de mon sac. Je trouve la mallette Pélicane. Je la tire sur mes genoux, le plastique lourd frappant mes cuisses. À l'intérieur se trouve mon ordinateur, portable renforcé, une brique vert olive de métal et de verre blindé. Ce n'est pas beau. C'est conçu pour survivre à une tempête de sable à Bamako, pas pour faire joli dans un café. Je le pose sur le volant. Le tableau de bord gémit sous le poids. Je n'allume pas la lumière intérieure. Je n'ai pas besoin de voir mes mains. Je sais où chaque touche se trouve grâce aux callosités de mes doigts. Je branche le jeton de sécurité, une petite clé USB noire avec une LED rouge.
Clignotante. L'écran s'allume, projetant un éclat bleu dur sur mon visage. Je regarde mon reflet dans le verre. Mes yeux sont plats, morts. Il n'y a pas de larmes, juste la concentration froide d'une femme qui a passé 15 ans à gérer des lignes de ravitaillement pour une machine de guerre. J'ouvre le portail bancaire sécurisé. Le curseur clignote. Une impulsion rythmique comme une horloge qui tourne. Je tape mes identifiants. Clac, clac, clac. Le son est mécanique. Rythmé comme le démontage d'un PA en pleine nuit. Je navigue vers le menu des accès partagés. Le nom de mon père est là, bien en évidence. Barthélemy Bardot, titulaire de carte supplémentaire, actif. Un officier de renseignement ne s'excuse jamais auprès de l'ennemi pour avoir coupé ses lignes de ravitaillement. Je ne ressens aucune culpabilité. J'ai l'impression de faire l'inventaire d'une cargaison avariée. J'ouvre le chat, en direct pour les failles de sécurité de haute priorité. Demande de révocation immédiate de toutes les cartes secondaires liées au compte se terminant par 4492, je tape. Je n'utilise pas d'abréviation. Je veux que ce soit clair. Je veux que ce soit permanent. Le représentant répond en quelques secondes. Motif de la demande, capitaine Bardot, accès non autorisé, compromission financière. Coupez-les maintenant. J'appuie sur la touche entrée. J'appuie si fort que l'ordinateur vacille. Une petite boîte apparaît sur l'écran, accès révoqué. Ensuite, je vise la gorge. Les virements automatiques mensuels, 200 € pour l'électricité. 100 € de plus pour l'entretien de la propriété. Cela dure depuis 3 ans. Je clique sur l'icône de la corbeille à côté de chacun d'eux. Supprimer, supprimer, supprimer. En moins de 10 minutes, le système de survie de leur existence parasitaire est débranché. Ils vont se réveiller demain matin, aller à la station pour leurs cigarettes bon marché et leurs tickets de grattage, et découvrir que le monde est devenu froid. Le distributeur ne va plus reconnaître leur visage. Les flux de sang sont fermés. Puis je frappe le mur. L'écran me demande une mise à jour finale de sécurité. Information de contact en cas d'urgence. Depuis 15 ans, c'est le même, Barthélemy Bardot, 1422 chemin des Saules. Père. Je fixe ce curseur clignotant. Ma main commence à se raidir. 15 ans, 3 déploiements et 2 missions de combat plus tard, ce nom était la seule chose que j'avais pour revenir à la maison. Si je marchais sur une mine, c'est lui qu'on appellerait. C'est lui qui recevrait la visite des officiers et le drapeau plié. Il était mon ancrage, ma base. Maintenant, ce nom est une menace. C'est un trou dans mon armure. C'est une vulnérabilité. J'appuie sur retour arrière. Je regarde les lettres. Disparaître une par une. BARTH et LEMI. Je l'efface de mes dossiers. Je tape un nouveau nom. Sarah Jenkins, service de la justice militaire, Metz. J'enregistre. La cabine semble plus froide maintenant. L'air sent la résine du stylo que j'ai mâché et l'odeur chimique du ventilateur de l'ordinateur. Je suis orpheline. Maintenant. Pas à cause d'un accident tragique ou d'une longue maladie. Je suis orpheline parce que je l'ai choisi. Je suis orpheline par conception. C'est une liberté tranchante et dentelée qui me fait mal à la poitrine. Mais c'est la seule façon de survivre à l'hiver. Je ne me déconnecte pas. Je chasse, maintenant. Je veux voir jusqu'où va la pourriture. Corentin pensait être malin, mais c'est un civil qui passe ses journées dans un sous-sol. Il ne comprend pas les empreintes numériques. Il a configuré une règle de transfert sur mes alertes. Transférer à corentin.bardot@outlook.fr. Supprimer de la boîte de réception principale. Il n'a pas pensé que je vérifierais la corbeille. Je contourne ses filtres et ouvre le dossier supprimé. C'est un cimetière de preuves. Mes yeux se fixent sur un fil de discussion d'il y a 2 semaines. Sujet, le plan de vendredi. Expéditeur, Barthélemy Bardot. Je clique. Le texte est court, brutal. C'est une carte de leur trahison écrite, sur le ton décontracté de 2 hommes discutant d'un tour au magasin de bricolage. Elle va recevoir sa prime de combat le 15, écrivait mon père. Retire. Autant que la limite le permet avant qu'elle ne touche le sol. On doit solder le crédit de ton 4S4, Corentin. Ne laisse pas de traces. Elle est trop occupée à jouer aux soldats pour remarquer quelques milliers d'euros en moins. La réponse de Corentin était encore pire. J'ai bloqué les alertes, papa. Elle est bornée. Elle ne vérifiera pas l'appli avant de s'ennuyer à la base. On a au moins 48 heures de champ libre. Je fixe les mots joués aux soldats. Le ventilateur de l'ordinateur tourne plus vite, un sifflement aigu qui ressemble à un cri. Je sens mon pouls dans ma gorge, épais et lent. Ils n'ont pas seulement volé mon argent, ils se sont moqués de la vie que je menais pour le gagner. Ils se sont assis dans ma maison, en mangeant ma nourriture pendant qu'ils riaient de l'uniforme que je portais. Je ne les appelle pas. Je ne crie pas. Je n'envoie pas de SMS furieux. C'est ce
Qu'ils attendent. Ils attendent que je sois la fille émotive qu'ils peuvent. Manipula. Je ferme l'ordinateur. Le capot claque avec une finalité qui résonne dans la voiture. Je m'adosse et regarde les maisons sombres qui bordent la route de l'aéroport. J'allais retourner à la base. J'allais suivre le programme, m'installer dans mes quartiers et gérer cela par les voies officielles, mais le programme a changé. Je passe la vitesse. Je m'en fiche de la prime de combat. Je m'en fiche des 48 heures de champ libre que Corentin pense avoir. Je rentre à la maison, pas pour des retrouvailles, pas pour discuter. J'y vais pour un raid. Je vais entrer dans cette cuisine et je vais regarder le sang quitter leur visage. Quand ils réaliseront que le distributeur est arrivé en personne. Ils pensent avoir 48 heures. Ils pensent que je joue au soldat quelque part à l'autre bout du monde. Ils pensent pouvoir dépenser ma paie de vendredi avant, même que je réalise qu'elle manque. Ils vont découvrir que lorsqu'un soldat rentre et trouve sa base compromise, il ne dépose pas de plainte. Il exécute un nettoyage tactique. J'écrase l'accélérateur. La voiture s'élance sous la pluie. Les lumières de Vatry s'effacent dans mon rétroviseur, remplacées par l'étirement sombre et humide de l'autoroute vers la Lorraine. Nancy est à 150 km. Je serai là, bas d'ici minuit. Pas d'avertissement, pas d'appel, pas de pitié. La tempête est là et elle conduit une Peugeot. Je gare la Peugeot dans l'allée de gravier, les pneus broyant les pierres. Mouillés avec un bruit de dents qui cassent. Le brouillard lorrain est épais, un lourd rideau gris qui s'accroche au crépi écaillé de la maison. Je coupe le moteur. Le silence qui suit est soudain et étouffant. Je reste assise là, un instant, les mains toujours agrippées au volant. À travers le pare-brise strié de pluie, je le vois. Un Toyota Hilux flambant neuf, garé de travers dans l'herbe. Il est brillant. Il est agressif. C'est celui de Corentin. Ce sont mes 15 ans de sable et de sueur assis sur un jeu de pneus tout-terrain haut de gamme alors que les marches du perron de cette maison sont en train de pourrir. Je n'attends pas. Je ne vérifie pas mon reflet. Je n'ajuste pas mon uniforme. J'ouvre juste la porte et je descends dans la boue. La pluie est une aiguille, froide contre mon cou, mais je ne la sens pas. Je monte les marches, mérangères, frappant le bois. La lumière du Porsche vacille, une impulsion jaune mourante qui donne au lieu des airs dépaventés. Je ne frappe pas. Je n'ai pas frappé à cette porte depuis une décennie. J'ai payé les taxes, l'assurance et l'emprunt de ce trou depuis mes 21 ans. La serrure est à moi. L'air à l'intérieur est à moi. Je pousse la porte. Les charnières hurlent. Le couloir sent le vieux tapis, le chien mouillé et cette odeur aigre d'une maison qui n'a pas vu de courant d'air frais depuis des années. Je marche vers la cuisine. Boum, boum, boum. Mes bottes frappent le parquet, envoyant une vibration rythmique à travers les pots. Planche. C'est le son d'un règlement de compte. J'atteins l'entrée de la cuisine et je m'arrête. Ils sont tous les trois là. C'est le portrait parfait d'un écosystème parasite. Mon père, Barthélemy, est debout près du plan de travail, son dos épais tourné vers moi. Il porte un maillot de corps taché et un pantalon de pyjama en flanelle. Branda est appuyée contre l'évier, les bras croisés, fixant un poing au sol. Et il y a Corentin, l'enfant chéri. Il est assis à la table en formica, courbé sur un bol de céréales, son genou s'agitant à toute vitesse. Il se ronge les ongles, ses yeux dardant vers le couloir comme un rat acculé. L'air dans la cuisine est épais. Il a un goût de café brûlé et de javel bon. Marchez. Personne ne bouge. Personne ne dit un mot. Barthélemy se retourne. Lentement. Il n'a pas l'air soulagé. Il n'a pas l'air d'un père qui vient de retrouver sa fille après une guerre. Il a l'air d'un homme interrompu en pleine réunion d'affaires. Son visage est rougeau, ses bajoux tombantes. Il accroche ses pouces dans sa ceinture et lâche un soupir qui sent le tabac. T'es enfin là, dit-il. Sa voix est un grondement sourd destiné à intimider. C'est la voix de l'homme qui a régné sur cette maison par la ceinture et l'aboiement. Pendant 40 ans. On attendait. La carte a été refusée à la station 7. Après-midi. Puis Corentin a essayé de passer le paiement pour le pick-up et ça a été bloqué aussi. Qu'est-ce que tu as foutu avec notre argent, Aliénor? Notre argent? Les mots me frappent comme un poids physique, mais je ne sourcille pas. Je reste là, les pieds écartés de la largeur des épaules, le dos, droit comme une barre d'acier. Je scanne la pièce. Je vois la nouvelle télé, de 75 pouces à travers l'arche du salon, son écran noir et silencieux. Je vois le casque de gaming haut de gamme drapé sur le dossier de la chaise de Corentin. Tu m'as entendu? Barthélemy s'avance, le menton pointé vers l'avant. Il essaie d'utiliser sa carrure pour m'opprimer comme quand j'avais 10 ans. On avait des factures à payer. On avait des engagements. Tu ne peux pas nous couper. Les vivre sans un mot. C'est irresponsable. C'est un manque de respect envers cette famille. Branda lève les yeux, son regard étroit et froid. On était inquiet, Aliénor. Ment-elle.
Sa voix est comme du papier de verre. On pensait qu'il était arrivé quelque chose au compte. Corentin a passé 3 heures au téléphone avec la banque. Il ne voulait rien lui dire parce que tu as changé les paramètres de sécurité. Corentin me regarde enfin. Son visage est pâle, ses yeux bordés de rouge. Il a l'air de ne pas avoir dormi, mais je sais que ce n'est pas par inquiétude. C'est la panique d'un homme qui vient de réaliser que son trajet gratuit vient de percuter un mur de briques. Tu l'as vraiment fait, hein? Marmonne Corentin, la voix brisée. Tu nous as vraiment bloqués. Je ne leur réponds pas. Je ne rentre pas dans leur drame. Je ne leur donne pas la satisfaction de ma colère. Je glisse ma main sous mon bras gauche et sors un dossier Kraft épais. Je l'ai transporté sous la pluie, protégé par une pochette plastique. Je fais un pas dans la pièce, le son de mes bottes résonnant contre les murs gras. Je marche droit vers la table. Je ne regarde pas Corentin. Je regarde Barthélemy. Je vois la veine qui bat sur son front. Je vois l'avidité derrière son auto-justification. Je lance le dossier sur la table. Il glisse sur le formica, renversant la cuillère de Corentin. Il s'arrête pile au centre. Le bruit du papier, frappant la table est un claquement sec qui coupe le ronronnement du réfrigérateur. Ouvre-le, dis-je. Ma voix est plate, égale. C'est la voix que j'utilise pour dire à un sergent que ses lignes sont coupées. Barthélemy fixe le dossier. Il ne le touche pas. C'est quoi ça? C'est la carte de votre trahison, dis-je. Ce sont les reçus du restaurant, les factures de chez Darty, les journaux de bord des stations-service sur la 31, et c'est le fil de discussion que toi et Corentin avez partagé pendant que j'étais dans un bunker, discutant de la part de ma prime de combat que vous pourriez saisir avant mon atterrissage. Corentin tressaille. Il fixe le dossier comme si c'était une grenade, dégoupillée. Barthélemy tremble en tendant la main vers le dossier. Il l'ouvre. Je regarde ses yeux scanner les mails imprimés. Je regarde la couleur. Quitter son visage, remplacé par un violet sombre et laid. Il cherche une issue. Il cherche un mensonge. C'est un malentendu, bégayait-il, sa voix perdant de son tonnerre. On essayait juste. On gérait les choses. Tu étais parti, Aliénor. Quelqu'un devait s'occuper de la maison. Gérer? Je fais un pas de plus, envahissant son espace personnel. Je ne cligne pas des yeux. Tu ne gérais pas une maison, papa. Tu récoltais une fille. Je tourne mon regard vers Corentin. Il se recroqueville sur sa chaise, essayant de disparaître dans son sweat à capuche. Tu appelais ça un voyage? Gratuit, Corentin, dis-je. Ma voix est un murmure maintenant, et c'est là qu'il devrait avoir peur. Tu disais à tes amis que je jouais aux soldats, pour que je ne remarque pas le vol. Le silence revient, mais cette fois, il m'appartient. Je le possède. Argent, dis-je, pointant le dossier puis la télé dans l'autre pièce. Ça n'a jamais été votre argent. Barthélemy frappe la table du poing, mais la puissance a disparu. Ce n'est que du bruit. Je suis ton père. Je t'ai élevé, tu dois tout à cette famille. Je le regarde droit dans les yeux. Je ne me sens pas comme une fille. Je me sens comme un juge. Je ne vous dois absolument rien, dis-je. Mais vous me devez 17 000 €, et je ne partirai pas d'ici avant d'avoir récupéré ce qui reste. Je tire une chaise et m'assois. Je n'enlève pas mes bottes. Je n'enlève pas ma veste. Le raid ne fait que commencer. Le néon au-dessus de la table bourdonne. Corentin est toujours affalé, ses mains tremblantes. C'est un bug, Aliénor, dit-il. Sa voix est mince. Il essaie de sourire. Les banques se trompent tout le temps. Des erreurs système. On allait t'appeler. Il essaie de cacher le dossier. Assieds-toi. Les mots sont un grondement sourd. Je ne crie pas. Corentin sursaute comme si je l'avais giflé. Brenda, s'appuyant sur le comptoir, fait de même. Ses mains sont si serrées, autour de ses coudes que ses articulations sont blanches. Seul Barthélemy reste debout. Je sors la première feuille du dossier. 14 mars, dis-je, 612 €. Darty, un lave-vaisselle haut de gamme. On n'a pas de lave-vaisselle ici, papa. Mais, j'ai entendu dire que la sœur de Brenda venait de refaire sa cuisine. Je ne regarde pas Brenda. Je tourne la page. Crac, 3 avril. 1,045 €, pièce. Auto, travaux de transmission et un jeu de jantes personnalisé. Je lève les yeux. Le Hilux dans l'allée a exactement les mêmes jantes. Corentin, quelle coïncidence. Aliénor, tu ne comprends pas. Commence Corentin. Je n'ai pas fini. Je tapote la table. Chacune de ces transactions a été autorisée via le mail de récupération que tu as créé. Chaque connexion provenait d'une adresse IP locale. La tienne, enregistrée sur ton PC de gamer au sous-sol. Corentin a la bouche bée. Il regarde Barthélemy, implorant un secours qui ne vient pas.
Barthélemy frappe à nouveau le formica. Ça suffit. Je suis le chef de cette maison. Tu crois que tu peux arriver ici après 15 ans où on a maintenu cet endroit debout et nous parler comme à des criminels? Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour cette famille. Tu n'étais pas là quand le toit fuyait ou quand les impôts tombaient. Il hurle maintenant, son visage devenant d'un violet hideux. Il essaie d'utiliser le bouclier familial. Il pense que s'il parle assez fort, les faits disparaîtront. Je me lève lentement. La famille est un système de soutien, papa. Ce n'est pas une récolte. Tu n'as pas payé les impôts. C'est moi qui l'ai fait. Tu n'as pas réparé le toit. Ma prime de combat l'a fait. Tu n'as pas maintenu cet endroit debout. Tu t'es assis dans ce fauteuil et tu as regardé ton fils me saigner à blanc parce que c'était plus facile que d'être un père. Je claque la dernière page sur la table. Le total, 17 000 euros. Barthélemy regarde le chiffre. L'avidité brille dans ses yeux. Il ne pense pas à la trahison, mais à combien il aurait pu avoir de plus s'il avait été prudent. T'es un cœur de pierre, Aliénor, crache-t-il. Tu reviens ici avec ton grade et ta grosse paix, et tu te crois meilleur que nous. Tu n'es qu'un soldat. Un outil. Et si tu penses que tu vas ruiner cette famille pour un peu de fric, alors barre-toi. On n'a pas besoin de toi. On n'a pas besoin de ton argent sale. Il joue sa dernière carte, le reniement. Il pense me menacer avec la seule chose que je désirais, un foyer. Je lâche un rire sec qui le stoppe net. Vous n'avez pas besoin de mon argent? Je m'approche de lui. Mes yeux sont des pierres. C'est bien, parce que, pendant que j'étais dans mon 4S4 sous la pluie, je ne lisais pas seulement des mails. J'étais au téléphone avec le service des fraudes de la banque. J'étais avec mon officier de la justice militaire. Je me redresse. Je n'ai pas fermé la porte, Corentin. J'ai brûlé le pont pendant que tu étais encore dessus. Tu es coulé. Barthélemy devient livide. Espèce d'ingrate. Rugit-il. Tu penses que, parce que tu portes ce costume et ce grade, tu peux venir ici et jouer à Dieu? C'est moi qui t'ai mis tes premières chaussures. Je ne me suis pas engagé dans l'armée de terre pour être un distributeur privé pour cette maison, dis-je. Ma voix est calme, mais l'intensité fait reculer Brenda. Je me suis engagé pour fuir l'avidité mesquine de cette ville. Je regarde la pièce, la télé de luxe, le matos de geek, l'électroménager neuf. Tout cela payé par mes Nuts dans un bunker. Je ne vais pas vous poursuivre pour les 17 000, dis-je, voyant un soulagement fugace chez Corentin. Je ne vais pas vous traîner devant un tribunal parce que je ne veux pas passer une seconde de plus de ma vie à penser à vous. Mais tout s'arrête ici. Maintenant. Vous êtes seul. Je récupère le dossier. Je me dirige vers le couloir. Si tu franchis cette porte, Aliénor, n'espère même pas revenir, hurle Barthélemy. Tu m'entends? Tu es morte. Pour cette famille. Ne m'appelle pas quand tu seras seul. Je m'arrête à la porte d'entrée. Je ne me retourne pas. Le pire dans tout ça, papa, ce n'est pas l'argent, dis-je. Le pire, c'est qu'en 15 ans, pas une seule fois l'un de vous n'a pensé que je valais la peine qu'on me demande mon avis. Vous avez juste pris. Vous avez pris parce que vous pensiez que j'étais une ressource, pas une personne. J'agrippe la poignée de porte. Tu me dis de ne pas revenir? Je ris. C'est moi qui porte cette maison sur mon dos depuis que j'ai 21 ans. J'ai été les fondations, le toit et les murs. Ce n'est pas moi qui pars, papa. C'est moi qui dépose enfin le fardeau. Je sors sous la pluie. L'air lorrain est piquant, mais il semble plus propre que l'oxygène à l'intérieur. Je descends les marches pourries sans regarder en arrière. Je ne regarde pas le pick-up qui sera remorqué lundi. Je monte dans ma Peugeot. Le moteur gronde, un rugissement régulier qui couvre les bruits de la nuit. Je m'éloigne du trottoir. Pour la première fois en 15 ans, je ne conduis pas vers la crise de quelqu'un d'autre. Je conduis, c'est tout. La guerre est finie. J'ai gagné et je suis enfin, véritablement, seul. L'enseigne néon d'un hôtel Formule 1 clignote dans le rétroviseur. Je gare la Peugeot dans un emplacement au fond. Le moteur clique en refroidissant. Je reste assise une minute, le front contre le volant. Le silence est absolu. Mon cœur semble vidé, comme si Barthélemy et Corentin n'avaient pas seulement pris mon argent, mais avaient fouillé à l'intérieur pour en extraire tout ce qui faisait de moi une fille. Je prends ma mallette et descends. L'air sent l'asphalte, mouillé et la friture d'un kebab voisin. À la réception, l'employé ne pose pas de questions. Il a vu 1000 personnes, comme moi. Des gens qui ont l'air de sortir d'un crash. Je prends la carte, magnétique, marche le long de la coursive extérieure et pousse la porte. La chambre est un chef-d'œuvre de médiocrité, mur beige, moquette rase, un seul, oreiller plat. C'est le plus bel endroit que j'ai jamais vu. Il n'y a pas d'attente ici. Personne n'attend dans le noir pour me demander un prêt. Je m'assois sur le bord du lit et délace mes rangers. Mes doigts sont raides. Je les pose côte à côte sur le tapis.
Elles ont l'air trop solides pour cet endroit. Je m'allonge, fixant les dalles du plafond. Dehors, le distributeur de glaçons dans le couloir commence à gémir. Puis le téléphone commence. Il est sur la table de nuit. L'écran s'allume. Il ne sonne pas, je l'ai mis sur silencieux. Mais il vibre. Barthélemy. Je ne réponds pas. Les notifications s'empilent. Où es-tu? Tu ne peux pas laisser les choses comme ça. On doit parler de l'emprunt. Tu m'as fait passer pour un voleur devant ma propre femme. Je lis ce dernier message 2 fois. Humilié. Il n'a pas dit qu'il était désolé. Il ne s'est pas demandé où je dormais. Il s'inquiétait de l'image. Il avait peur que le masque soit tombé devant Brenda. Il n'était pas un voleur parce qu'il avait pris 10 à 7 000 euros. Il était une victime parce que j'avais osé le souligner. C'est le dernier rempart du patriarche. Si tu ne peux pas gagner sur les faits, gagne sur le ressentiment. Le téléphone vibre encore. Corentin, cette fois. Aliénor, sérieux. Papa craque. La banque dit que les comptes sont sous enquête pour fraude. Tu sais ce que ça fait à mon dossier de crédit? Je vais perdre le pick-up. Appelle-les et dis que c'était une erreur. Le mot erreur me fait rire jaune. Il pense que l'erreur, c'est de s'être fait prendre. Il veut que je mente à une institution financière pour qu'il garde un véhicule qu'il n'a pas payé. L'instinct parasite est fort. Chez ce gamin. Même quand l'autre s'éloigne, il cherche encore une veine. Je me tourne sur le côté. La chambre est froide. Le climatiseur sous la fenêtre cliquette. Je ressens un poids de plomb dans mes membres. Ce n'est pas seulement la fatigue du déploiement. C'est le poids de 15 ans passés à être la forte, celle qui signait les chèques. Il ne me détestait pas. Ce serait plus simple. Il ne me voyait juste pas. J'étais une utilité, comme l'eau ou le chauffage. On ne remercie pas la chaudière. On se plaint quand elle tombe en panne. Le téléphone vibre une dernière fois. Une notification de message vocal. J'écoute. La voix de Corentin remplit la pièce, dépouillée de sa bravade. Et Aliénor, écoute. Je pensais pas. Je réalisais pas que ça faisait autant. 17 briques, c'est beaucoup. D'accord. J'allais te rembourser une fois que ma chaîne de streaming aurait décollé. J'avais juste besoin d'un départ. Écoute, appelle-moi. S'il te plaît. Papa parle de vendre la maison. Tu peux pas le laisser faire. C'est aussi ta maison. Je fixe le téléphone. Son regret est une coquille vide. Il n'est désolé que parce que le calcul l'a rattrapé. Il essaie encore d'utiliser la maison comme appât. La maison même qu'ils ont transformée en scène de crime. Un soldat ne gâche pas de munitions sur une cible déjà neutralisée. Je ne tape pas de réponse. Je ne réécoute pas. J'efface les notifications, j'éteins l'écran et je pose le téléphone face contre table. Le silence revient. Je tire la couverture, grattante sous mon menton. Demain, le soleil se lèvera. Demain, je retournerai à la base et je ferai la paperasse pour rendre cela définitif. Je ne suis pas une fille ce soir. Je ne suis pas une sœur. Je suis juste une femme dans une chambre, calme. Et pour la première fois de ma vie, je ne dois rien à personne. Je ferme les yeux. Un camion rétrograde sur l'autoroute. Je dors. Matin. Le soleil coupe une ligne jaune sur le parquet de mon appartement. Il est à 10 km de la base de Metz, niché dans un complexe calme où les voisins se mêlent de leurs affaires. Les murs sont d'un blanc cassé neutre. Ça sent le propre et l'acier froid des radiateurs. Il n'y a pas d'odeur de chien, pas de tabac. Je suis assise à une table en chêne massif. Elle ne vacille pas. J'aime les choses construites pour résister. Je suis assise droite, les épaules carrées. Mais pour la première fois, je ne sens pas le poids fantôme d'un sac de 30 kg sur ma colonne. Je me sens légère. Je prends mon téléphone. Vendredi 15. Jour de paix. Une notification retentit. Comme une douille de laiton frappant le béton. Je l'ouvre. Je n'ai plus besoin de me préparer au pire. J'ouvre l'appli. Le solde est là. Gras, noir. Intouché. Ma solde de base, ma prime de combat, mon indemnité de logement. Une somme, propre à 5 chiffres. Je parcours la liste. Rien. Pas de frais de 45 € dans une station à Nancy. Pas de 186 € dans un resto. Pas de virement fantôme. De 1200 €. Les chiffres restent là, obéissants. Pendant 15 ans, vérifier ce compte était comme vérifier une plaie ouverte. Aujourd'hui, le pansement est sec. L'hémorragie a cessé. Je lâche un soupir que je retenais depuis mes 21 ans. Je ne suis pas un distributeur. Je suis juste Aliénor. Je regarde le courrier sur le coin de la table. Une seule enveloppe blanche. L'adresse est écrite d'une écriture bouclée, appliquée, Brenda Bardot, 1422 chemin des Saules. Le timbre est de travers et le papier sent un parfum sucré et bon marché que Brenda porte depuis le jour où elle a emménagé chez mon père. Je prends un coupe-papier en acier. Je tranche le haut de l'enveloppe d'un geste précis. Je ne la déchire pas.
Je la traite avec le détachement froid d'un rapport de renseignement sans importance. Aliénor, commence la lettre. Pas de bienvenue. Pas de désolé. Juste une liste de doléances. Les choses sont très dures ici depuis que tu es parti, écrit Brenda. La banque a envoyé des hommes à la maison hier. Ils ont emmené le ilu de Corentin sous ses yeux. Il est dans un état sombre, Aliénor. Il ne sort même plus du sous-sol pour dîner. Le dos de ton père le fait encore souffrir. Et, avec les impôts cette année, on ne sait pas comment on va garder l'électricité, cet hiver. On essayait juste de s'occuper de tout pendant ton absence. On ne voulait pas que ça devienne si compliqué. Tu connais ton père, c'est un homme fier. Il ne voulait pas que tu t'inquiètes pour les factures. Les mots sont huileux. J'entends sa voix, le ton génial qu'elle utilise pour demander des faveurs. Elle ne mentionne pas le vol ou le piratage. Pour elle, je suis toujours un carnet de chèques. On fait une dinde pour Noël, termine la lettre. La famille, c'est tout ce qu'on a. La famille, c'est tout ce qu'on a. Je replie la lettre sans colère. La colère est un engagement et je suis désengagé. Je n'aime même pas la dinde. J'ai passé 15 ans à manger des choses que je n'aimais pas dans une maison que je payais. Brenda pense que l'étiquette famille est un passe-partout. Elle ne sait pas que j'ai changé les serrures. Je lâche la lettre. Elle tombe dans la poubelle avec un bruit sourd. Corentin peut trouver un travail. Barthélemy peut vendre la maison. Ce n'est pas